Configuration, l'équipe et j'arrive. On attend un peu comme d'habitude. Allez, l'équipe met en place tout ça. On attend qu'il y ait un peu plus de monde.
Comment ça s'appelle 90? Allez poteau là. Allez l'équipage, je vous attends. On continue, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez besoin d'avoir des infos tous les jours, de passer des bons moments, c'est ici que ça se passe. Je suis en train de régler les derniers petits détails pour le live et on va y aller les gars, on va y aller carrément quoi. On va y aller carrément. Alors accrochez-vous bien, installez-vous bien dans vos sièges et voilà. Ok ? Allez, 5 minutes et je lance le live, vous allez voir ma tête. On y va, je suis en train de préparer tout ça. J'ai acheté de nouvelles choses, je suis en train de les mettre en place, du coup c'est pour ça les petits loups. Pam 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 pam. Ça arrive tout de suite, tout droit les gars. Tout droit. Hop, petite musique d'ambiance, on est bien là? Commence à être sympa ce live. Mais dis-moi, c'est que c'est sympa ici. Allez petits loups, on y est, ça avance tout droit, ça avance tout droit. Mise en place du mic. Mise en place, j'ai commandé un micro pour les prochains lives. Je viens de m'acheter un magnifique siège dans lequel je vais pouvoir rester des heures avec vous. Et ça c'est cool parce que franchement j'ai regardé mes vidéos et la posture n'est pas bonne les gars. La posture n'est vraiment pas bonne. Donc voilà. Il fallait que je corrige ça. Il fallait que je corrige ça.
Hello les petits chéris, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien dormi. Oh, j'ai un gros contre-jour, je vais aller fermer la fenêtre. Voilà, on va se mettre tranquille. On va se mettre bien. Ouh. Ben, ça fait plaisir de vous retrouver ce midi. Ce midi, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un react, le react sur l'actualité du jour, d'accord. On continue de réagir tous les deux jours, oui, exactement, 2 fois par semaine en fait, en réalité plus exactement, je vais préciser ça. On va faire ça 2 fois par semaine, les copains. Ça veut dire que je vais prendre le temps le lundi et le vendredi de passer 2 heures avec vous, avec un grand plaisir, pour décrypter l'actualité. Ça, c'est le mood, c'est l'idée. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'avais commencé à calculer tous les jours. Et en fait, tous les jours, c'est trop contraignant. Ok, Google, arrête la musique. C'est beaucoup trop contraignant, ça me prend trop de temps et il n'y a pas assez de news. Donc, du coup, pour pouvoir trouver un juste milieu entre les deux, on va faire du live 2 fois par jour. Et ça m'énerve là-haut, la lumière, je vais aller la régler aussi. HoloLens, là, c'est pas la peine de me pourrir l'éclairage, là. Hop là on est mieux, là. Là, on va être beaucoup mieux. Et donc, comme je vous disais, donc, il y aura 2 lives par semaine React, 2 heures. Donc, prenez bien vos petits calepins. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur la partie calendrier de mon live. Vous allez sur la page Twitch et vous retrouvez le calendrier. D'ailleurs, je vais commencer par piner. Oui, piner, c'est comme ça qu'on dit en français. Je rigole. Je vais accrocher. C'est très moche de dire ce mot. Je vais accrocher du coup sur le live les rediffs YouTube. Comme ça, vous pouvez tout de suite aller vous abonner à la page et à la chaîne. Comme ça, vous avez les rediffs tout simplement. Hein. Vous avez les rediffs quand elles arrivent. Ça vous permettra d'aller voir ce que je fais si jamais vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Ok. Et tout simplement. Ok. Hop. Je pense que ça va marcher comme ça. Voilà. Vous avez effectivement ici, hop, du coup, sur le lien que je viens de publier, vous allez retrouver les différents vidéos que j'ai déjà upload. D'accord. Ça, c'est une chose. Et ensuite, pour ce qui est du programme de tous les jours, bah, du coup, vous allez retrouver aussi, c'est pareil. Pour les reacts vidéo YouTube, tout ça, pour le moment, honnêtement, ou sur les voyages, je vais mettre en place un planning. Là, c'est la première semaine sur laquelle je live, ok, soyez indulgents. Euh, je vais essayer de m'y mettre petit à petit, ok. Donc chaque chose en son temps. Voilà, tout ce que je vous propose, c'est tout neuf pour moi. Je débute, vraiment merci beaucoup de votre soutien, merci d'être là. Et n'hésitez pas à vous souscrire, à suivre la chaîne. Je vous demande pas de vous abonner. Je comprends que pour le moment, il y a besoin d'un peu de temps pour s'abonner. Mais enfin, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai du contenu régulier, etc., etc. On va s'y mettre de manière sérieuse, les copains, de manière sérieuse. C'est pour le plaisir tout ça, hein, c'est vraiment pas de la prise de tête. Donc voilà, je suis en live actuellement. N'hésitez pas à venir voir ce qu'il y a, comme je le dis. Alors attendez, je regarde juste l'ordre du live d'aujourd'hui. On va commencer. Alors, je vais voir avec vous. J'attends juste un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent parce que c'est vrai que parler à une ou deux personnes, c'est moins sympa que d'être à plusieurs, d'accord? Du coup, on va essayer de pousser un peu ça. On va attendre un peu. Là, j'ai plusieurs réacts à vous proposer, évidemment, via de la politique avec Nicolas Sarkozy, hein, Sarkozy. Et il a pris du ferme, ferme, ferme. Et après, j'ai d'autres histoires qui m'intéressent. Je trouve que ça peut être intéressant de parler un peu de l'affaire Jubilard. Euh, Gaza, évidemment, on fera un petit détour par Gaza. Et le Ballon d'Or, voilà, on va essayer de lire tous les articles, hein, d'accord, que j'ai proposés. Il y a un article très intéressant sur l'espionnage aussi russe en France que l'Express nous a offert ce matin. Donc on va aller voir ça. Ok.
Je suis quasiment prêt. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer sur le mode React et watch. C'est parti. Allez. Tac. Transition. Vite. On y va. Là, on est bien. Là, on est très très bien. Alors, ben, écoutez, on va commencer par celui-là, cet article-là qui parle un petit peu d'une histoire assez intéressante. L'ambassadeur de Poutine en France espionné pour le KGB. C'est le document qui accable Alexandre Orlov. Alors là, la folie. L'influent diplomate russe vit toujours à Paris. Je vous montre qui est Alexandre Orlov, d'accord? C'est pas le père de Yuri Orlov ni le fils de Yuri Orlov, mais euh, c'est un diplomate ambassadeur depuis 2008, ok, à 2017. Cette personne, comme vous pouvez le voir, a l'air très sympathique, hein. On va pas lui dire beaucoup de mal sur lui, hein. La photo déjà, elle parle d'elle-même, quoi. La bonne vieille photo rousse, quoi. Étude des instituts relations internationales de Moscou, intégré au ministère des Affaires étrangères, ministre conseiller à l'ambassade de la Fédération de Russie auprès de la République française. Il faut quand même, voilà, je regardais, non, il n'a pas eu quand même la croix du mérite ou quelque chose comme ça. Ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire en France, le premier diffuseur est accrédité auprès de la principauté de Monaco. Donc le mec, il gère Monaco et en même temps, il est sur, la France. Donc comme ça au moins c'est pratique. Si jamais, tac tac tac, tu vois, il y a des petits business et tout. En plus, les Russes à Monaco, il y en a quand même quelques-uns, hein. Donc on va pas se cacher que ça doit être très 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 intéressant pour lui au niveau des contacts, au niveau de tout ce qui peut être attribué à la mythologie russe vis-à-vis du business. Revenons, je dérive, du coup, donc coup d'envoi, du coup, donc oui, c'est vraiment quelqu'un qui travaillait et voterait pour le parti républicain, quoi qu'il aime bien Jean-Luc Mélenchon. Ok. Ok, donc c'était quelqu'un d'éminemment savant, de respecté, etc. Du coup, l'influent diplomate russe vit toujours à Paris, même s'il décrit un état totalitaire peuplé de moutons. Il conteste avoir été un espion, malgré des documents compromettants révélés par l'Express. Ok, ok. Alors, bah, tout à l'heure j'avais l'article en entier, les gars. Du coup, c'est un peu embêtant, ça. Il y avait l'article tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je l'ai plus. Est-ce que c'est. Ok. Ok. Êtes-vous vraiment certain de vouloir... Alors attendez, on va faire un truc. Tac. Êtes-vous vraiment certain de faire un article sur moi, interroge Alexandre Orlov. Lors d'un dernier échange au téléphone, pas d'intimidation dans ce questionnement courtois, mais une pointe de reproche quand même. L'ex-ambassadeur de Russie en France se dit menacé depuis une intervention sur LCI en juillet où il a récité avec talent une fois de plus les obsessions poutiniennes. L'OTAN cherche à nous attaquer, c'est sa raison d'être, où l'Ukraine n'a jamais existé comme un État-nation. Il craint pour sa sécurité et celle de sa famille, car même si le diplomate qualifie la France d'État totalitaire, il y vit toujours. Intéressant. Ses enfants sont scolarisés au collège et dans une université parisienne. C'est très drôle les mecs qui traitent... moi j'adore les gens qui traitent notre pays d'État totalitaire alors qu'ils vivent eux-mêmes dans des États qui sont vraiment limites au niveau du respect des droits, etc., hein. C'est assez marrant ça, de voir ça. Bon. Lors d'un dernier échange au téléphone, pas d'intimidation dans ces questionnements courtois, donc on en était là. Et donc de plus, donc, il craint pour sa sécurité, celle de sa famille, car même si le diplomate qualifie la France d'État totalitaire, il vit toujours avec ses enfants. C'est lui qui a choisi le lieu de notre premier rendez-vous en mai. Une brasserie modeste, avenue du Roule, à Neuilly. Il arrive à pied, silhouette élancée, peut-être un peu plus courbée par le poids des années. Le temps file, 8 ans déjà depuis sa splendeur d'ambassadeur, et ses soirées à sa résidence hôtel de l'Estrée où se pressait le Gosta, Jean-Pierre Chevènement, François Fillon, Hubert Védrine, Marine Le Pen et sa nièce Marion. Quelques grands patrons dans l'ex-PDG Total, Christophe de Margerie, des intellectuels aussi, Pascal Boniface, Hélène Carrère, d'Ancos. On est dégusté des coupelles de caviar en levant des flûtes de cristal en l'honneur de la Russie éternelle. Waouh! Acier liquide, tu sais, c'est genre GoldenEye, quoi. C'est un délire de 007 un peu, non? Orlov a été un très bon ambassadeur dans la recherche d'honorabilité russe. Il aime la France, s'y est intéressé contrairement à d'autres. C'est un parfait représentant du courant européen de la Russie.
Il est décrit l'ancien ministre Jean Boahu. Je ne sais pas qui c'est, mais on l'embrasse. Conseiller à Matignon entre 2007 et 2012. En octobre 2017, après avoir organisé la rencontre à Versailles entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, vous vous rappelez, hein, le grand faste, le tapis rouge, Versailles qui avait été déployé et privatisé par notre cher Emmanuel Macron, président, et Vladimir Poutine qui était arrivé en maître des horloges. Juste avant l'invasion en Crimée, hein, tout ça. Enfin, après l'invasion de Crimée et avant l'invasion de l'Ukraine, pardon. Donc Orlov est remplacé par Alexei Meshkov, un gardien de la ligne dure du régime qui ne parle pas français et se désintéresse de la culture. Une erreur de casting grâce parfois à Orlov. À 77 ans, l'homme paraît amaigri, le col de sa chemise flottant sur son cou sec. Sourire cordial, voix douce, une imperceptible pointe d'accent dans un français littéraire, l'air patelin forcément, mais le regard, ce regard, lui n'a pas changé. Glacial, perçant, de l'acier liquide dans les pupilles. Waouh, un vrai russe quoi. Comme on les imagine en tout cas, c'est gros cliché, hein. C'est comme si je disais un vrai, c'est pas bien, il faut pas dire ça, mais c'est le cliché quoi. Pourquoi être resté en France après 2017 lui demande-t-on. Parce qu'il a passé plus de la moitié de sa vie, parce qu'il aime la France, son patrimoine, sa culture, ses grands auteurs. Mais la Russie lui manque. Lors d'une conversation ultérieure, il s'émerveillera de ces jeunes couples récemment aperçus dansant sur les quais de la Moskova, juste en face du parc Gorky à Moscou. Anecdote cohérente avec la propagande officielle d'un pays joyeux, soudé par la guerre. Vous voyez des gens danser en France dans les rues de Paris? On ne danse plus en France. Dans la brasserie, il lance même une comparaison osée. Il y a aujourd'hui plus de liberté à Moscou qu'à Paris. Très bien. Sa thèse rejoint celle du discours munichois de J.D. Vance, le vice-président trumpiste des États-Unis. Tiens, J.D. Vance, c'est le gars que je cherchais, le vice-président, et du coup qui avait massacré Zelensky, hein, d'accord, pendant le rendez-vous à la Maison-Blanche, il y a quelques mois. Merdouille. Ok. Tac, 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 tac. Donc, hop, on en était là. Excusez-moi. La liberté d'expression en France serait étouffée par un État profond au profit d'une pensée unique, forcément pro-démocrate, américain et anti-russe. Ok. Les gens sont formatés comme dans un troupeau de moutons. Ça commence à l'école, dit-il. Sa France rêvée, l'île Figaro, cite de Gaulle, se rappelle de ses alliances au revers du 19e siècle. Elle se méfie de ses nouvelles valeurs. Ok. Il n'y a presque plus de fonction officielle, si ce n'est secrétaire général il n'a presque plus de fonction officielle, si ce n'est secrétaire général du dialogue du Trianon, un forum d'échange franco-russe en sommeil. Mais il se démène pour porter le récit du Kremlin partout où on l'invite. En mai, à un colloque, l'ex-sénateur russe Sofil Yves Pozo di Borgio, où il a clamé que la France au sein de l'Union européenne lui rappelle tristement l'Union soviétique. Waouh, waouh. Début septembre sur Radio Classique, en décembre 2024, après du média pro-russe Omerta. Au cercle de l'Union interalliée où il parrainait jadis Éric Zemmour, qu'il qualifie sérieusement de dissident, et il fait scandale en campant un Joe Biden sénile. Les relations entre la France et la Russie sont tellement dégradées que sa place n'est plus ici, commente cinglant Denis de Kergolay, présent de l'interallié, un proche désormais fâché. À quoi joue Alexandre Orlov? Est-il un retraité francophile ou bien un porte-parole officieux du Kremlin, un agent d'influence? Un épisode de son parcours resté tabou pendant 40 ans ajoute au mystère. Il jette la lumière sur ces arrangements souterrains que les grandes puissances n'aiment pas trop commenter au grand jour. C'est un secret d'État, mais la France l'a très tôt identifié comme un espion important du KGB, les secrets services soviétiques. Plus précisément au cours du premier de ses 5 séjours en France comme conseiller culturel à Moscou, de Paris de septembre 71 à janvier 79. Tout à fait, ok. Selon des documents officiels du Quai d'Orsay, que l'Express peut révéler, la DST, le contre-espionnage français, s'était même formellement opposé à son retour sur le territoire français. M. Orlov a eu, au cours de ses séjours précédents, une activité opérationnelle caractérisée, pour le compte du KGB. Il a été impliqué dans une manœuvre contre un couple français, dans une tentative de chantage à l'égard de l'écrivain soviétique émigré Signavski, écrit le 26 août 1985 la sous-direction d'Europe orientale du Quai d'Orsay, pour le directeur du cabinet du ministre Roland Dubas, sur la base des informations de la DST. Le 13 novembre 1985, le visa est refusé de façon définitive, dit-on dans un courrier ultérieur du 17 décembre. L'URSS ne tarde pas à répliquer en bloquant les visas de 2 diplomates français.
Vous voyez le document? Waouh! Selon nos services, M. Orlov a eu au cours des jours précédents une activité opérationnelle caractérisée pour le compte du KGB. Il a été impliqué dans une manœuvre contre un couple français. Incroyable document, déclassifié quoi. Numéro 633/E, tu vois, août 85, URSS 1-4. Waouh, ministère des Relations extérieures. J'adore ce genre de doc. Incroyable ça, hein. Incroyable. Andrei Sinavsky est un écrivain russe né en 1925, spécialiste des science-fiction. En 1973, après 5 ans et 9 mois de camp de concentration pour publication à caractère soviétique, anti-soviétique, pardon, le régime soviétique l'expulse vers la France. L'Express lui consacre d'ailleurs sa une du 27 août 1973. Au détour d'une phrase, il est question de Yegor, son fils de 8 ans, devenu écrivain sous le nom de Yegor Gran. Il a raconté l'histoire de son père dans Les services compétents, Paul, publié en 2020 par le lieutenant du KGB Evgeny Ivanov, qui finira directeur de la section chargée de la chasse aux dissidents. Bien sûr, on va collaborer. Alors, n'oubliez pas de suivre la chaîne, s'il vous plaît, ce serait génial. Les nouveaux arrivants, tous ceux qui passent ici, ça coûte rien. Vous avez juste à appuyer sur suivre. En pin dans le chat aussi, vous allez trouver le YouTube. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous abonner à la chaîne. Essayez de donner un peu de force, ça fera grandement plaisir. Merci beaucoup. On continue. Bien sûr, on va collaborer. La suite de l'histoire pourrait presque servir d'une trame à un deuxième tome. Contacté par l'Express, Yegor Gran se souvient bien d'une autre tentative de chantage menée en France sur son père. Bien sûr, mes parents l'ont raconté. C'est à la fin des années 70, il y a notamment ce fameux Ivanov qui recontacte mon père à Paris. Il menace de répandre la rumeur qu'il était un agent du KGB. Ma mère, qui était un personnage, s'est occupée de tout. Elle a dit bien sûr on va collaborer, et elle a enregistré toutes ses conversations avec les espions, avant de les transmettre à la DST pour le KGB en France. Publié en 87, le journaliste Thierry Bolton a obtenu la liste des diplomates soviétiques expulsés du territoire sous la Ve République. Evgeny Ivanov y figure bien, son éloignement remonte à 1976. Eh ben, pour tous ceux qui nous rejoignent, je vous remercie déjà d'être sur la chaîne, merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont arrivés, beaucoup de gens qui se sont connectés. C'est formidable, merci à tous. N'hésitez pas à suivre ma chaîne. Du coup, vous pouvez comme ça être alerté quand il y aura les prochains lives. Ici, ce sera un live de culture. On va faire 2 revues de presse par semaine. Vous avez le calendrier de mes lives pour les revues de presse. Et petit à petit, je vais mettre en place aussi un calendrier pour les découvertes. On va essayer de regarder, de faire du react sur pas mal de choses, sur YouTube, sur des vidéos rigolotes, mais aussi beaucoup sur le voyage, puisque c'est mon savoir, c'est ma passion. Ce que je veux essayer de vous partager, c'est la culture des voyages, essayer de vous faire découvrir des destinations, commenter des documentaires, vous donner des clés pour voyager tout seul, par exemple, ou autre. Voilà un peu le programme à venir dans les prochaines semaines. Et également, je voudrais vous dire que j'ai une chaîne YouTube, et sur la chaîne YouTube, vous pouvez tout simplement retrouver tous mes lives. Je les publie, comme ça vous pouvez aller les regarder avec le moment que vous voulez, au moment où vous voulez, pardon, sans passer par Twitch. Merci beaucoup et n'hésitez pas du coup à suivre la chaîne. Merci beaucoup les amis. Je reprends du coup. Lorsqu'on partage ces accusations, Alexandre Orlov se réécrit. Il assure n'avoir jamais rencontré Andrei Sinavsky et oppose un récit alternatif. Ce sont les Américains qui ont envoyé une circulaire après l'affaire Euromissile en 83. J'avais fait partie d'une délégation de négociateurs avec les États-Unis à Genève. Comme les relations s'étaient durcies, ils ont assimilé tous les diplomates à des agents du KGB, une histoire qu'il détaille également dans ses mémoires. Un ambassadeur russe à Paris, publié en 2020, où il évoque ce visa refusé. Des années après, quand j'étais de nouveau en France, j'ai appris que c'était le prix que je payais pour ma participation aux négociations sur l'armement stratégique à Genève. Je fais juste une petite pause, je remonte pour ceux qui viennent d'arriver. On parle de cet homme, un homme qui était ambassadeur de Poutine en France pendant des dizaines d'années, qui était d'ailleurs l'ambassadeur qui a reçu Vladimir Poutine et Macron à Versailles, hein, qui a organisé tout ça, hein, sous le premier mandat en 2017, on s'en rappelle, avant la guerre russo-ukrainienne. Donc voilà, on parle des influences et apparemment d'un article, enfin apparemment de cet article de l'Express qui donne des sources de la DST qui dénoncent cet homme et qui disent que c'est un agent du KGB depuis plusieurs années. Voilà, voilà. Donc on continue, pardon. Tac. Ouais, voilà le document officiel. Et on en était ici, d'accord. On en était ici. Un ambassadeur russe à Paris a publié en 2020
Des années après, quand j'étais déjà de nouveau en France, j'ai appris que c'était le prix que je payais pour ma participation aux négociations sur les armements stratégiques à Genève. Chargé d'une mission de noyautage, un autre document du Quai d'Orsay invalide cette version d'un gouvernement français aux ordres des Américains. Daté du 29 février 80, il est signé de Pierre Anfou, chef du bureau des visas et des passeports diplomatiques. Le haut fonctionnaire fait savoir à ses services que le ministère de l'Intérieur s'oppose formellement à la venue d'Alexandre Orlov en France. Prévu pour 5 jours et pour des entretiens concernant la période de 39 à 45, celui-ci en poste à Paris de 71 à 79 est en effet maintenant connu pour avoir été chargé d'une mission de noyautage dans le milieu de l'émigration. Il est vraisemblablement envoyé en France pour prendre la place d'un colonel rappelé en URSS. Il a d'autre part été personnellement mêlé à l'affaire Sieniawski, écrit en fou. En clair, Beauvau soupçonne Orlov de rejoindre l'appareil du KGB en France. Bon. Visa refusé, 29 février 1980. Vous voyez, commissaire, NART, c'est incroyable. Ministère des Affaires étrangères. Okay. 29 février 80, la note est signée de Pierre Anfou, chef du bureau des visas et des passeports diplomatiques. Et ben la dinguerie. Hein. Bah, de toute façon, vous savez bien que tout ce monde s'espionne et se contre-espionne, hein, c'est pas un problème. Mais bon, c'est très intéressant de voir que des gens qui sont, enfin moi, agent secret, c'est incroyable, quoi. C'est comme dans James Bond, quoi. C'est le mec il travaille, il côtoie le gratin, il fait des apéritifs dînatoires parce qu'il est ambassadeur, il sort son petit stylo à caméra, il prend des photos. C'est une dinguerie, non? C'est pas une dinguerie? C'est pas une dinguerie incroyable? Dites-moi dans le chat si c'est pas une dinguerie tout ça. Moi, je trouve que c'est une dinguerie en tout cas. En bas à droite du courrier, griffonné à la main du nom du commissaire NRT, c'est-à-dire Raymond Nart, directeur de l'adjoint de la DST. Auprès de l'Express, il se montre d'abord réticent à témoigner, puis quand nous lui indiquons que son nom est cité, il nous rappelle. Bien sûr que je me souviens de Sieniawski. Il n'y a pas d'erreur, je m'en suis occupé personnellement. Ivanov est venu à Paris spécialement pour cette affaire. On l'avait interpellé, je crois, à l'arrière-plan, c'était Orlov. C'était un type du KGB, on ne s'est pas trompé. Vous imaginez bien que quand on cataloguait les gens, on faisait attention. Il est toujours là. Incroyable. Le commissaire nous demande de mentionner ce qui s'est passé ensuite. Jean-Bernard Raymond est venu dans mon bureau à la DST pour faire pression. J'ai bien eu mon visa en 80. En mars 86, les élections législatives donnent une majorité à la droite. Jacques Chirac s'installe à Matignon et nomme comme ministre des Affaires étrangères Jean-Bernard Raymond, auparavant ambassadeur à Moscou. Oubliez pas de suivre la chaîne, s'il vous plaît, tous les gens qui sont arrivés là, je vois qu'on a presque 100 personnes, il y a presque 100 personnes sur le live. S'il vous plaît, allez suivre ma chaîne, ça va me donner de la force. J'ai besoin d'avoir 25 personnes qui suivent la chaîne pour pouvoir être affilié Twitch. S'il vous plaît, cliquez sur ce lien, suivez la chaîne, s'il vous plaît. En mars 1986, les élections législatives donnent une majorité à la droite. Jacques Chirac s'installe à Matignon et nomme comme ministre des Affaires étrangères Jean-Bernard Raymond, auparavant ambassadeur à Moscou, où il est très bien connu d'Alexandre Orlov, chargé des relations diplomatiques avec la France. Malgré l'opposition de la DST, Orlov est autorisé à venir comme conseiller politique, puisqu'en la matière, la décision finale revient au Quai d'Orsay. Son appartenance au KGB ne sera plus jamais mentionnée. Avisé de ces éléments discordants avec sa théorie américaine, Alexandre Orlov maintient sa position. J'ai bien eu mon visa en 80, et j'avais des relations cordiales avec des membres du KGB, mais je n'en étais pas. Peut-être la DST m'a-t-elle vu comme avec l'un d'entre eux dans la rue. A-t-elle confondu? Je ne sais pas. Yani Puni Moni. Il n'est pas le premier ambassadeur identifié comme agent du renseignement russe. Selon Vassili Mitrokhin, un archiviste du KGB passé au Royaume-Uni après la guerre froide avec des milliers de dossiers secrets, Ivan Hippolytov, le conseiller politique de l'ambassade à Londres en 1973, était un espion. Il sera nommé ambassadeur en Suisse de 84 à 87. Bon, en fait, il n'y a que des espions chez les ambassadeurs. Hein. Certains imaginent Alexandre Orlov aujourd'hui en réserve dans un rôle de diplomatie parallèle quand il faudra négocier vraiment avec la Russie. Seule certitude, le vieil ambassadeur à la vie de roman poursuit son travail d'influence en clair-obscur. Lors d'une rencontre avec la presse diplomatique française au printemps, il a conseillé pour comprendre Vladimir Poutine, le numéro express sur Vladislas Surkov, le mage du Kremlin. Quand nous lui citons les propos belliqueux du mage, comme nous nous étendrons dans toutes les directions aussi loin que Dieu le voudra, il sourit. Il parle de l'esprit russe. Ce n'est pas à prendre littéralement. Ultime pirouette d'un expert en la matière. Article écrit par Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction, et Béatrice Mathieu, grand reporter à l'économie à l'Express, hein, quand même.
Là, c'est pas un article, qui a été écrit avec les pieds, hein. Je vous le dis, les copains. Voilà, donc une petite histoire, un vrai film, quoi. Un vrai film, c'est incroyable, hein. Il y a de quoi faire des dizaines des meilleurs James Bond que tout ce qui existe, hein, franchement. C'est incroyable, incroyable, incroyable. On va passer à la deuxième actualité, et pas des moindres, que vous attendez tous et toutes. C'est bien évidemment l'affaire Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison. Mon Dieu. Alors, voilà, on va commencer par les points du jugement, ok? On va pas accabler l'homme. On va tout simplement regarder. On va regarder ce qu'il en est, ok les copains? On va aller voir ce qu'il en est. Je vous prie de suivre la page, s'il vous plaît. Vous allez juste là sur la page, vous allez sur ici. C'est très simple. Vous mettez ici et vous faites suivre. C'est vraiment pas compliqué. Comme ça, vous pouvez tout de suite 125 personnes suivre ici, vous voyez, 12 followers. Allez, faites-moi péter ça, faites-moi passer à 25. Au moins, c'est pas compliqué, c'est vraiment que quelques personnes s'y mettent et vraiment, on sera au top. On sera au top. 125 personnes, c'est énorme. J'ai jamais eu autant de gens sur mon live. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci, 127 même. Merci à tous d'être là. C'est incroyable ce qui se passe là. Je suis choqué. Je suis choqué, je réalise pas. On verra après. Ok, je continue comme si de rien n'était. Financement libyen, les principaux points du jugement de Nicolas Sarkozy. Voici les principaux points du jugement du tribunal correctionnel de Paris qui a condamné jeudi 25 septembre à 5 ans d'emprisonnement l'ancien président Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs et ordonné sa prochaine incarcération dans le cadre de l'affaire libyenne. On prend les faits les gars, on prend juste les faits, d'accord? On discutera après si vous voulez dans le chat, n'hésitez pas à donner votre avis ou pas d'ailleurs, mais allez-y doucement, hein, dosez quand même, hein, on n'est pas comme des foufous. Ah, il a l'air fatigué le bonhomme. Le contexte de l'époque. Nicolas Sarkozy, à l'automne 2005 et pendant le premier semestre de 2006, ne pouvait pas avoir la certitude absolue qu'il n'y aurait pas de double candidature au sein de l'UMP et qu'il aurait le soutien financier du parti en 2007, ce qui pourrait expliquer les démarches pour obtenir un financement occulte en vue de la présidentielle. Les rencontres occultes de Guéant et Hortefeux avec Senoussi. Des entretiens en Libye en 2005 entre Claude Guéant et Brice Hortefeux. Là aussi, on est sur un film, hein, avec Abdallah Senoussi, condamné à perpétuité en France pour l'attentat contre le DC-10 du TA, sont au cœur des raisonnements ayant conduit à la condamnation de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs en vue de mettre en place un pacte de corruption. Alors que Nicolas Sarkozy envisageait sérieusement sa candidature, le plus proche collaborateur et l'ami du candidat l'ont rencontré et à 3 mois d'intervalle dans des conditions de grande discrétion. Le numéro 2 du régime, Abdallah Senoussi, dont la situation pénale était un sujet de préoccupation très important pour les Libyens, ce qu'il n'ignorait pas, estime le tribunal. Alors, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a laissé Claude Guéant et Brice Hortefeux, en son nom, agir afin d'obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en vue du financement de sa campagne électorale. Envisager des contreparties diplomatiques, économiques et juridiques. La promesse de levée du mandat d'arrêt d'Abdallah Senoussi. Incroyable. Nicolas Sarkozy ne pouvait qu'être au courant de la rencontre de Claude Guéant avec Senoussi. Il est impossible que Brice Hortefeux n'ait pas rendu compte de cela au candidat. Ces rencontres occultes n'ont de sens qu'au regard des préoccupations évoquées avec les autorités libyennes. En effet, pourquoi rencontrer un gars qui est condamné à perpétuité, qui est libyen, si c'est pas pour essayer de lui demander de l'argent? Quel est l'intérêt? Quant à l'engagement d'examiner une absolution d'Abdallah Senoussi en échange d'un financement, le fait qu'il n'y ait eu aucun acte positif n'affirme pas que ces promesses en ce sens, même irréalisables d'un point de vue judiciaire, aient été faites. D'accord? Ça veut dire qu'on n'a jamais vu aucun mouvement de la part du gouvernement Sarkozy pour aller vers la libération de cet homme, mais ceci dit, on a quand même des faisceaux qui pourraient montrer que Nicolas Sarkozy a demandé cela. Ok? Ça, c'est ce qui nous est dit. Les mouvements financiers. La procédure ne permet pas de fonder une démonstration que l'argent parti de Libye, quel que soit le canal, serait in fine arrivé dans la campagne, reconnaissent les juges. Ok, donc ça a été très bien dissimulé.
ou pas du tout d'ailleurs, peut-être ça n'existe pas, mais il n'y a pas de preuve de ça. Mais il résulte des carnets de l'ancien ministre du pétrole libyen, Choukri Ghanem, que des dignitaires libyens, dont Abdallah Senussi, ont envoyé de l'argent dans le but de financer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Ok ? Des flux financiers ont été mis au jour par l'enquête. Certes, les éléments de la procédure ne permettent pas de démontrer quel circuit aurait emprunté ces sommes pour arriver jusqu'à financer la campagne électorale de manière occulte, ni même si elles y sont parvenues. Alors là, on a un problème, parce qu'effectivement, on a quelqu'un, je veux savoir pourquoi il est condamné, parce que là, pour le coup, on n'a pas de preuves, d'accord, qu'il a utilisé cet argent, ils n'ont pas trouvé, pour faire simple, ils n'ont pas trouvé l'argent, ils n'ont pas trouvé la méthode d'envoi de cet argent, et donc du coup, ils supputent qu'il y a de l'argent qui a été utilisé et qui a été envoyé depuis la Libye d'après les carnets, mais ils n'ont pas trouvé de traces de réception dans l'utilisation. D'accord ? Ok. Il n'en demeure pas moins que des mouvements financiers ont eu lieu, dans une temporalité compatible avec la campagne, et qu'en fin de campagne demeurait 35 000 euros dont la provenance ne recevait aucune explication convaincante. Bon, d'accord. Il y a 35 000 euros, bah, tu sais, ils ont fait le coup aussi avec les gens qui votent qui sont morts. Bon, ça m'étonne à peine en fait au final, tu vois. Ça m'étonne à peine au final. N'oubliez pas de follow la chaîne, les copains, s'il vous plaît. Si vous venez maintenant sur le live, je vous propose d'aller juste d'appuyer sur suivre la chaîne. Vous allez pouvoir comme ça retrouver les alertes quand je suis en live. Revue de presse 2 fois par semaine. Vous avez le planning et vous avez la possibilité aussi. Je vais faire beaucoup comment dire, de react sur des vidéos de voyage, échappée belle, j'irai dormir chez vous. Vous voyez, des trains pas comme les autres, c'est un peu l'idée avec moi le contenu que je vous propose, c'est-à-dire je suis diplômé de tourisme, j'ai travaillé 10 ans dans le domaine du tourisme et je voyage assez régulièrement, donc du coup j'essaierai de vous proposer un maximum de contenu dans le voyage et peut-être même par la suite j'espère pouvoir faire du IRL, d'accord? Donc n'oubliez pas d'aller juste suivre, il me manque 8 personnes et en fait il me faut 25 personnes en tout les copains, 25 personnes c'est rien du tout, vous êtes 125 là, vous êtes 125 bordel, vous êtes 125. Waouh, waouh. Bon, on continue. Ok, donc 35 000 euros qui ne sont pas déclarés, enfin qui sont déclarés et on ne sait même pas d'où ils viennent. Ok, ça c'est intéressant déjà. L'association de malfaiteurs. Les engagements pris en réponse à une offre de financement suffisent à caractériser l'existence d'un pacte corruptif. Et ce, indépendamment qu'aucune somme ne soit, in fine, arrivée, ou très partiellement, ou que le financement de la campagne par l'UMP devenant certain, il n'y en ait plus besoin. Passible de 10 ans d'emprisonnement pour ces faits, le maximum en matière de correctionnel, le délit d'association de malfaiteurs implique que soit caractérisé un ou des faits matériels consistant en des actes préparatoires à un délit, même si ce délit n'a pas été consommé ni même tenté. Donc ça veut dire que là, en fait, il est condamné sur une présomption de culpabilité quelque part. Enfin, je crois. On va continuer. À partir du moment où ils ont les preuves qu'il y a de l'argent qui a circulé, qu'il y a quelqu'un qui leur dit, bah, moi j'ai voulu participer parce qu'en contrepartie peut-être j'avais quelque chose, on peut supposer qu'il y a un montage financier, un montage de tout cela pour pouvoir apporter une discrétion totale sur le financement, mais quand même financer. Ok ? Et ça, c'est passible de 10 ans d'emprisonnement, mais il faut même si le délit n'est pas constaté, il faut quelques preuves, d'accord? La gravité des faits. Pour justifier la peine, le tribunal a souligné qu'il s'agissait de faits d'une gravité exceptionnelle, de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent et sont censés agir dans le sens de l'intérêt général, mais aussi dans les institutions même de la République. En effet, comment vous voulez qu'on ait confiance dans les hommes politiques si on découvre que le financement des campagnes politiques présidentielles, en plus la présidentielle, c'est pas une municipale, enfin moi même si c'était une municipale, mais en plus la présidentielle soit complètement cheaté, complètement cheaté. Ça enfin, honnêtement c'est honteux, ok? C'est honteux. Pour moi je trouve ça honteux et ça, ça culpabilise tous les hommes politiques. Pour justifier la peine, le tribunal a souligné qu'il s'agissait de faits d'une gravité exceptionnelle de nature à altérer la confiance des citoyens. Je le relis, excusez-moi. Dans ceux qui les représentent et sont censés agir dans le sens de l'intérêt général, mais aussi dans les institutions même de la République.
S'il est exact qu'il n'y a pas eu d'accroissement direct et immédiat du patrimoine de Nicolas Sarkozy, l'association de malfaiteurs avait pour but de lui procurer un avantage dans la campagne électorale et de lui permettre d'accéder à la plus haute fonction et de l'exercer pendant 5 années. Ok. Donc on peut imaginer que derrière, une fois que tu as le pouvoir pour 5 ans, on peut tout imaginer les gars. On peut tout imaginer, ok. On peut tout imaginer. Donc, c'est-à-dire qu'il peut refaire des retours d'ascenseur, il est président de la République, donc financièrement il peut débloquer des fonds, tout ça, tout ça. Ok. On continue concernant les relax. Donc les relax. Concernant le délit de corruption passive, Nicolas Sarkozy a agi non en tant que ministre de l'Intérieur, mais en tant que candidat. Or, si le seul pacte de corruption suffit à caractériser délit de corruption, il ne saurait en aller ainsi que lorsque le dit pacte est passé avec une personne qui n'est pas encore dépositaire de l'autorité publique. Ok les mecs, ah, d'accord, c'est bon à savoir, ok. Donc tu peux faire une campagne, si t'es pas élu de la République, tu peux pas être condamné pour corruption passive. Ok. Quant au recel de détournement de fonds publics étrangers, autre chef de poursuite, la jurisprudence ne permet pas de sanctionner la complicité ou le recel de ces infractions. Okay. Si le financement licite, sur le financement illicite, pardon, le tribunal n'est pas en mesure de démontrer de manière indubitable que l'argent liquide pendant la campagne provenait de fonds libyens, et ni qu'il y a eu un volume d'espèces supérieur aux 35 000 euros recueillis. Ok. Donc il est condamné sur quel fait en fait? Il est condamné, il a été condamné. On va juste écouter ça un petit peu. On va se prendre. Oh non, 40 minutes, on va pas écouter ça, les gars, c'est trop long. Non, c'est trop long, je suis désolé. C'est beaucoup trop long. Ok, lui il a déclaré. Ouais, là il y a un débat, du coup on va pas aller là-dessus, les gars. Je suis désolé, 40 minutes, vous pourrez aller le voir si vous voulez. Je vous mets le lien dans le chat. Je vais mettre le lien tout de suite. Wesh, comment il y a 125 personnes, les gars? Je suis sur le cul. Voilà, du coup, voilà le premier article qu'on a lu. Si vous voulez retrouver, attendez, c'est pas tout à fait celui-là le premier article qu'on a lu. Du coup, je vais vous parce que c'est important d'avoir les sources. Moi, après derrière, hop, voilà. Ça c'est l'article qu'on a lu ensemble. Je l'accroche, ok. Hop. Alors, je fais une connerie, je crois. Je vais plutôt épingler mon YouTube, ce sera mieux. Excusez-moi, mais du coup, c'est le deuxième lien, ok. Deuxième lien. Ok, alors du coup, on passe condamné, une décision historique. Je dormirai la prison la tête haute, c'est l'une des phrases que l'on retiendra de la déclaration de Nicolas Sarkozy juste après sa condamnation dans le cadre du procès de financement sur sa campagne en 2017. Blanchi de l'accusation de corruption, l'ancien chef d'État a tout de même été jugé coupable et condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. C'est la première fois dans l'histoire de la République française qu'un ancien président ira en prison, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez vu aussi l'image de Carla Bruni, Sarkozy qui enlève le micro là. Ouais, ça, c'était incroyable. C'était incroyable. Hop. Faut savoir que Mediapart, c'est le média qui a le plus enquêté, hein, qui a le plus fourni de documentation, qui a le plus essayé de faire voir la lumière et la justice dans cette affaire, d'accord. Donc ils ont essayé de faire leur travail tout simplement. Certains diront ils ont essayé de le couler, d'autres diront que c'était très juste et que c'est ça la liberté des médias. En tout cas, voilà, regardez. Elle arrache, elle arrache la bonnette, quoi. Voilà. Voyez? Voyez la vision de la politique? Voyez ce que c'est que la vision de la politique pour ces gens? Voyez ce que c'est que la liberté de la presse pour ces gens? Elle qui était de gauche à la base, incroyable, incroyable. Je voudrais juste retomber sur les copains. Je voudrais juste retomber sur le voilà sur sa déclaration. Où est-ce que je dis la déclaration? Bah écoutez quand même l'homme. Condamné le 13 octobre pour son incarnation.
Ok. Il est donc convoqué le 13 octobre pour connaître sa date d'incarcération. Elle est folle cette image, wesh. Bon, ça m'énerve. Pourquoi je trouve pas vidéo Sarkozy du jugement? C'est pas compliqué, ça doit être la vidéo la plus vue du jour, quoi. Ah, voilà. Voilà. Comme ça, 45 minutes. Mais les gars, faut arrêter de faire du buzz sur ça. Nous, ce qu'on veut, c'est juste la déclaration de Nicolas Sarkozy que tout le monde a vu hier, où il dit les gars, je suis pas coupable et s'ils veulent que je dorme en prison, j'irai dormir en prison. C'est tout ce qu'on veut voir, nous. Elle est où la décla? Ah, ça va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce sens public au cœur de l'actualité avec ce coup de tonnerre politico-judiciaire, la condamnation d'un ancien président de la République à de la prison ferme dans quelques jours. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Futur prisonnier, Fabien Recquer. Ils ont vraiment dit le futur prisonnier. D'audience, Nicolas Sarkozy s'avance devant les caméras. L'ancien président condamné à 5 ans de prison ferme devrait être incarcéré malgré son appel, la peine ayant été assortie d'une exécution provisoire. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Sur le fond, l'ancien président est condamné pour association de malfaiteurs. Voilà les gars, donc du coup, écoutez, pourquoi pas, la parole est au coupable, qu'il se défende et bonne chance à lui mon gars, j'espère que ça va être bien, de toute façon on sait très bien ce que c'est la prison pour ce genre de personnes, hein. On voit bien que c'est pas la même prison pour tout le monde, hein, d'accord. J'avais beaucoup rigolé de l'interview de Xavier Niel qui parlait justement de sa période en prison et qui expliquait que lui il était en prison, il était bien, ça lui avait permis de perdre du poids et de faire du sport et de se recentrer sur les vraies personnes. Parce qu'ils ont des prisons VIP, hein, ils sont pas. Ouais, bon, là, après, t'as tous les gens qui ont des problèmes avec la justice, évidemment Marine Le Pen. Bon, ben voilà. De toute façon, moi, je pense que ça va lui permettre soit de rebondir, soit de faire la passe D à quelqu'un de son camp qui pourra dire ah, c'est injuste, regardez, c'est horrible. Ok. Ok, Sarko, du coup, on va basculer sur quelque chose d'un peu plus étonnant et encore plus, comment dire, de Vous pouvez vous représenter les enfants du couple Jubilard. de dingo, hein. C'est l'affaire Jubilard. Ok. Pour cette première apparition. Je vais juste couper ce son là qui nous prend la tête. C'est bon? Le procès de Cédric Jubilard, vous savez, c'est cette personne qui a tué, enfin qui est accusée du meurtre de sa femme Delphine et qui n'a. Voilà, on va lire. Le procès de Cédric Jubilard, accusé du meurtre de sa femme Delphine, disparue en 2020, s'est ouvert ce 22 septembre devant la cour d'assises du Tarn. En l'absence de corps, d'armes ou de scènes de crime, l'affaire repose sur un faisceau d'indices graves et concordants. Concept juridique clé permettant la mise en examen sans preuve directe au cœur des débats à venir. La notion est au cœur du procès de Cédric Jubilard. Alors que l'accusé a toujours nié avoir tué sa conjointe, Delphine, et que les enquêteurs ne disposent d'aucune preuve flagrante, ce dernier est jugé sur la base d'un faisceau d'indices graves et concordants. Cette notion centrale de droit pénal s'applique lorsqu'aucune preuve évidente ne permet la mise en accusation d'une personne qui reste pourtant le seul suspect potentiel. Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteurs ou complices à la commission des infractions dont il est saisi. Ok. Ça veut dire que du coup, si jamais tu fais une dinguerie mais qu'il n'y a pas de preuve sur toi et qu'on sait que tu étais dans la zone par exemple, ou on sait que tu avais par exemple un homme qui est marié à une femme et que la femme elle meurt chez elle, on ne trouve pas le corps, le mec est un peu suspect, évidemment, bon, ça fait beaucoup, d'accord? Excusez-moi. Ça veut dire que si tu es dans cette situation-là, effectivement, il y a quand même 98% de chances que ça soit toi le tueur, quoi.
Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais quelqu'un qui est dans une situation pareille, ça va être difficile pour lui de s'extirper, hein, ça va être difficile pour lui de partir et de dire ah bah non, c'est pas moi, vous comprenez, voilà. Donc on va voir quelle est la défense de Cédric Jubilat. Mais j'ai pas l'impression, pardon, excusez-moi, mais j'ai pas l'impression qu'il se défende en fait. J'ai juste l'impression que monsieur dit juste que c'est pas lui. Au début, vous vous rappelez, il avait dit que il a fait plusieurs volte-face. Après, il y a sa nouvelle petite amie. Apparemment, il aurait dit à sa petite amie dans des SMS à sa nouvelle copine, hein, du coup, après sa femme, il l'avait tué, que c'était pour elle, qu'il avait mis son corps à tel endroit et qu'il l'avait brûlé, que personne ne trouverait jamais. Il faut savoir qu'il a des enfants, le gars. Il a des enfants et ça fait. J'entendais hier à la radio qu'il disait que ça faisait presque 2 ans qu'ils n'avaient pas de nouvelles de leur père et que du coup le père en avait rien à cirer, qu'il n'avait pas envoyé un courrier, etc. Enfin, c'est quand même complètement zinzin, gars. C'est zinzin cette histoire. Euh, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible de faire ça, quoi. Déjà, abandonner ses enfants, bon, c'est un bail, mais là, de mentir sur. Enfin, je sais pas, en fait, tu risques de prendre perpète de toute façon, hein. Ok, on continue. Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteurs ou complices à la commission d'infraction dont il est saisi. Ok. Qu'est-ce qu'un faisceau d'indices concordants? Dans un cadre juridique, le terme d'indice désigne un élément de preuve, événement, objet ou trace dont la constatation rend possible le fait recherché. L'ensemble de ces indices est appelé faisceau. Lorsque ces faisceaux d'indices mis en convergence concordent, et seulement dans ce cas, ils peuvent suffire à légitimer la mise en examen du présumé criminel sur décision du juge d'instruction. C'est ce qu'explique Thierry Garret, professeur à l'université de Toulouse 1 Capitole, pour le site d'Alloz. En l'absence de preuves incontestables, le juge va utiliser le faisceau d'indices comme autant de petits éléments de preuve qui lui permettront de tenir un fait juridique pour établi. Ok. Pour tous ceux qui nous rejoignent, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller voir. Je propose du contenu avec un planning. Ma chaîne, elle est juste là. AD underscore voyage. Je mâche, je suis désolé, je suis dégueulasse. J'ai faim en fait. J'ai pas préparé à manger encore. Allez voir la chaîne s'il vous plaît. Faites péter les followers. Faites-les exploser s'il vous plaît. Faites-les exploser que je sois surpris et que quand je finisse le live, je sois aux anges, les copains. Comme ça me donnera encore plus de force pour continuer. D'accord? On va essayer de tout faire pour vous éclater. Ici, le but de la chaîne, c'est quoi? Un peu de React 2 fois par semaine. D'accord? 2 fois par semaine du React. Et une ou 2 fois par semaine, on va essayer de se faire des React plus chill, voyage. Donc, moi, je suis passionné de voyage. Je travaille dans le tourisme jusqu'à présent. Bon, actuellement, je suis en période de chômage. Donc, de toute façon, j'ai du temps pour vous. Voilà, on va essayer de se faire le maximum de live et le maximum d'activités autour du tourisme. Donc, ça va être au début beaucoup de documentaires, Échappée belle, J'irai dormir chez vous, Des trains pas comme les autres. Vous voyez toutes ces émissions où on parle de voyage avec des bons plans voyage. Si vous avez des questions aussi, si vous avez envie de faire des devis, je suis en capacité de vous faire des devis touristiques. Je peux vous envoyer quelques petites infos sur certaines destinations. Ça fait 10 ans que je travaille dans le tourisme, d'accord? Donc j'ai quand même une certaine expérience et j'ai aussi un peu voyagé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne. Comme ça me permettra d'avoir plus de force. À partir de 25, je suis considéré comme affilié et du coup j'aurai plus de possibilités pour vous. Ça veut dire les emojis, ça veut dire beaucoup plus de choses, d'activités sur la chaîne. Ok? On reprend du coup. Le terme de concordance est primordial. En effet, un indice aussi grave soit-il reste insuffisant s'il est isolé. C'est bien la pluralité de ceux-ci qui apporte une certaine crédibilité à l'accusation. Ok, j'ai acheté ce... Oui, le téléphone. Oui, le téléphone, oui. Le téléphone, oui. Quel boy. Quel boy. J'ai acheté ce siège-là, tout à l'heure. Il est pas mal. J'aimerais bien mettre un petit coussin pour voir s'il est encore mieux. Ah ouais. Ah ouais. Petit coussin dans le dos, là. Oh, ça fait la diff. Hein. Oh, petit coussin dans le dos, ça fait la diff. Parce que j'étais sur une pauvre chaise, là, jusqu'à présent. Ça faisait mal au... Hein. Enfin, la gravité de l'indice s'avère purement subjective, relevant de l'arbitraire du juge. En évaluant donc la concordance et la gravité, cette méthode permet de suppléer l'absence de preuves incontestables. Bien que l'expression ne soit jamais précisément définie, ni dans un code pénal, ni dans le code de procédure pénale, elle reste largement utilisée en jurisprudence.
Alors, sachez qu'il y a quand même eu des erreurs hein, dans le passé, d'accord. Faisceau d'indice, si on tape faisceau d'indice erreur judiciaire, je crois qu'il y a une affaire, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Il y a eu une affaire, il y avait eu une erreur judiciaire et du coup, avec les faisceaux d'indices, il avait été condamné et voilà. Moi, je suis choqué par le fait que cet homme, il a tué sa femme certainement. Hein, on va pas, il y a présomption d'innocence, mais quand même, il reste muet. Euh, il a pas, comment dire, il a pas appelé ses enfants. Je, juste, voilà, tiens, on va regarder la une des journaux de France aujourd'hui, juste pour le fun, parce que, alors, séisme, un président en prison, Sarkozy ira en prison, un président bientôt en prison. Incroyable. Sarkozy dormira en prison. Affaire du financement libyen, Nicolas Sarkozy condamné. La déflagration. 5 ans de prison pour Nicolas Sarkozy. Ah, je peux te dire que tous ceux qui vont commencer à faire les fifous là, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, il y en a quand même pas mal qui s'amusent avec l'argent du public ou avec les détournements, etc. Là, ça va serrer un peu les fesses à mon avis. Hein. Ok. Alors, du coup, on a fait ça, on a parlé de Jubilard. Ok. On va peut-être aller un peu plus. Donc ça, on a fait aussi l'ambassadeur de Poutine. Hein, je l'ai mis ça. Je l'ai mis dans le live. Non, je l'ai pas mis, tu vois. Allez, on va le mettre dans le live. Comme ça, après, j'ai des marqueurs. Ça, c'était le premier sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Hop, voilà. Et n'hésitez pas à parler dans le chat, les copains. N'hésitez pas à faire part de vos envies. Je sais que c'est un peu difficile au début de se lancer, mais vous êtes là et moi aussi, je suis là. Donc voilà. On va aller un petit peu plus sur du léger pour avancer. Alors, Ballon d'Or, quand Achraf Hakimi charrie Kylian Mbappé. Dans son interview accordée à l'émission Clip, Achraf Hakimi était invité par Mouloud Achour à donner son 11 de rêve. Le latéral marocain s'exécute, annonce une attaque composée de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Ronaldo. Il n'y a pas Kylian Mbappé? Non, il est sur le banc. Oui, il est sur le banc, il va entrer. C'est le premier changement. C'est un très grand joueur, mais quand il gagnera un ballon d'or, ce que Messi, CR7 et Ronaldo ont fait, il sera dans mon équipe type. Il est quand même il est devant Hakimi. En tant que défenseur, il est devant. Du coup, je voulais juste, voilà, les images impressionnantes finir par bon, quelque chose. Je suis désolé, c'est pas très léger, hein, mais voilà, c'est intéressant de voir quand même. C'est intéressant de voir ce qui se passe à Gaza quand même. On va juste regarder les images lidar. Tsahal souhaitait prendre le contrôle de toute la capitale de l'enclave palestinienne afin de vaincre le Hamas et libérer les 49 derniers otages retenus par le mouvement terroriste. Les chars israéliens ont pénétré dans la ville de Gaza, une nouvelle étape de l'offensive de Tsahal, visant à prendre le contrôle de toute la capitale de l'enclave palestinienne, à démanteler le dernier bastion du Hamas, mais aussi à libérer les 49 otages. 22 seront encore vivants. Retenue par le mouvement terroriste, cette opération terrestre, lancée le 16 septembre dernier, fait suite à d'intenses bombardements aériens qui ont visé une zone déjà largement détruite par les précédentes incursions de l'armée israélienne, notamment à la fin de l'année 2023. Près de 70% du bâti de Gaza-Ville était ainsi à terre le 4 janvier 2024. Situation dans la bande de Gaza, sous contrôle militaire israélien. Donc déjà, c'est tout ce qui est bleu, ok les gars? Il reste juste toute cette petite bande au bord de mer qui n'est pas contrôlée par eux. Corridor de Nezaïm, route militaire coupant l'enclave en deux. Voilà, comme ça au moins, d'accord? Corridor de Magen Oz, route militaire de l'est en l'ouest de Khan Younes. Ok, c'est en bas, ici. Corridor de Morag, route militaire séparant Rafah de Khan Younes. Ok. Corridor de Philadelphie, zone frontière entre Gaza et l'Égypte. Ça a toujours existé, le corridor de Philadelphie. Point de passage sous contrôle israélien, ouvert uniquement pour les personnes humanitaires, étrangers et quelques évacuations médicales. Autre point de passage fermé. Vous voyez, tous les points de passage sont fermés. Il n'y a que celui-là et celui-là qui est ouvert. Voilà. Bon, mais du coup, la destruction se poursuivait cependant. Elles sont impressionnantes. C'est dans la ville qu'accueille le grand camp de réfugiés
Euh, Décryptage. Le Caire et Abu Dhabi ont averti que l'annexion d'Israël de la Cisjordanie admettrait en péril leur accord de paix avec Israël. Les pays arabes soutiennent le plan franco-saoudien pour la création d'un État palestinien élaboré par ces derniers mois en parallèle de la reconnaissance ce lundi à l'ONU de la Palestine. Mais certains sont très inquiets des représailles israéliennes qui menacent d'en découler. Alors que la guerre à Gaza ne connaît pas de répit, l'inquiétude a été clairement exprimée par des présidents égyptiens, Al-Sisi et Myriam Mohamed Ben Zayed. Nous sommes à minuit moins 5, déclare un diplomate français qui travaille depuis 5 ans sur le dossier. Premier pays à avoir conclu la paix en 1979 avec Israël, l'Égypte frontalière de la bande de Gaza est au premier chef concerné par la guerre menée depuis 2 ans par l'État hébreu en représailles de l'attaque terroriste du Hamas, qui avait tué plus de 1200 Israéliens. Alors que plus de 70 000 Gazaouis ont péri depuis lors, le Caire redoute un afflux massif de Palestiniens dans les déserts du Sinaï qui bordent Gaza. Eh ben, la tristesse. Ça me dégoûte. Bref, mais pas d'émotion, c'est pas grave. Voilà, espérons qu'ils aient la paix et espérons que ce soit sympa pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? 4 voitures ont passé près de 6 mois sur l'aire de covoiturage. What? Ici, Occidental, que les 4 voitures de collection abandonnées sur l'aire de covoiturage de Marsac-Tarn à l'ouest d'Albi depuis près de 6 mois ont finalement été détruites et enlevées. Il y a plus de 3 semaines, ici Occitanie, vous relevez cette drôle d'histoire, celle de 4 voitures de collection abandonnées sur l'aire de covoiturage. 2 jolies BMW, une Ford Mythique et une Simca laissées là, le long de l'autoroute A68. Certains allant même jusqu'à laisser leur numéro sur le pare-brise pour les acheter. Eh bien, 3 semaines après, elles ne sont plus sur place. Malgré les velléités de rachat de nombreux particuliers, nous avons appris que les 4 voitures de collection des années 70 ont été enlevées il y a près de 15 jours maintenant. Après 6 mois d'attente et de questions, il semble que le reportage ait fait bouger les choses. Depuis, une enquête avait été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie d'Albi pour tenter d'en savoir plus. Les gendarmes se sont rapidement rendus sur place pour tenter de recueillir les témoignages et nous a affirmé que les voitures appartenaient à un dépôt-vente de voitures installé sur la zone, mais que son propriétaire est injoignable. Les gendarmes auront finalement réussi à le joindre et enjoindre de retirer ses véhicules, ce qui a été fait il y a 15 jours. Toujours sous le même témoin, une scène totalement inattendue d'ailleurs, les 4 voitures ont été broyées sur place sous les yeux de notre témoin. Il ne restait rien, lâche-t-il. Les voitures ont été passées sur un camion et été enlevées. Une fin incompréhensible quand on sait qu'on est à plusieurs à avoir tenté de contacter les propriétaires pour le acheter. J'ai limite envie de pleurer, conclut notre témoin. Le dépôt-vente a fermé, son propriétaire a donc dû faire place nette. Improbable, mec, improbable. Alors, juste, du coup, j'avais décidé de faire des choses plus légères. Du coup, Dembélé, gros doute sur son avenir. Des doutes planent sur l'avenir d'Ousmane Dembélé avec le PSG et sa capacité à répéter ses exploits sur la saison dernière. Ouais, mais ça, c'est les haters qui disent ça. Ça, c'est un article de putaclic, sports.fr. Merci beaucoup, les gars. Ousmane Dembélé devra rester éloigné des terrains après sa déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite subie au début septembre avec l'équipe de France. Sa convalescence est estimée entre 6 et 8 semaines et constitue un vrai coup dur pour le PSG, qui comptait sur son attaquant vedette et récent ballon d'or pour ses prochaines échéances. Pierre Ménès s'est penché sur ce dossier et ne cache pas ses interrogations. Même si cela embête le PSG, ces 6 semaines à l'arrêt vont lui permettre de faire du frais. Il sera bien plus performant qu'à son retour de blessure. Le club ne prendra aucun risque, mais est-ce que Dembélé pourra avoir encore une fois l'efficacité qu'il a eue l'année dernière? J'ai un peu de doute, ajoute le consultant, avant de détailler le cas Dembélé. Le but qu'il met à Arsenal avec un poteau rentrant montre que c'était son année et qu'il ne pouvait rien lui arriver. Il faut voir s'il est capable d'enchaîner les saisons à plus de 30 buts, cela permettra de moins galvauder le nombre incroyable de buts marqués par Kylian Mbappé. Pour le PSG, l'urgence est de gérer cette absence tout en espérant que Dembélé retrouve rapidement son rythme et sa régularité. Ouais, donc c'est bien un article qui veut rien dire, où il n'y a rien à dire. Ils ont écrit un article pour écrire un article, en fait, les mecs. Ok? Aucun intérêt. Je vais juste, du coup, je vous mets le lien pour la une des articles si ça vous intéresse. Vous pouvez aller retrouver la une des articles tous les jours, comme ça au moins on peut bien les regarder.
J'imagine que certains seront intéressés pour les acheter. Ok. Ok, on verra ça plus tard, à moins que ça vous intéresse dans le chat. Vous me dites lunettes cassées, cris étouffés avant le procès, zone d'ombre. Ok. Lunettes brisées, cris nocturnes. Procès débute le lundi. Tac, 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 tac. Ça, on l'a déjà lu, les copains. Est-ce qu'on veut? Le couple est en instance de divorce. L'infirmière qui a initié la procédure entretient une relation avec un homme marié depuis avril. Elle a pris des mesures pour s'installer avec lui et un rendez-vous à la banque pour fermer à Cédric tout accès à son compte qu'il fonctionne régulièrement. Le peintre plaquiste qui refuse, tiens j'ai besoin d'un plaquiste en plus, heureusement j'ai pas fait appel à lui, hein, qui refuse d'accepter le divorce, enchaîne des contrats précaires, accumulant les difficultés financières dues à son addiction au cannabis et aux jeux en ligne. Ah ouais d'accord, ok. Des lunettes cassées, la seule paire qu'elle portait déjà abîmée a été retrouvée en 3 morceaux. La monture, un verre, un seul et une branche. La seconde branche a été découverte derrière le canapé. Selon une double expertise, les dommages causés ont pu être provoqués par un objet de la taille d'un poing d'adulte. L'ADN de Cédric a été retrouvé sur les lunettes. Selon le récit, leur fils Louis, que les enquêteurs ont jugé matériellement possible, le garçon s'était levé le soir de la disparition en entendant une dispute et avait regardé à travers la porte entrouverte, ses parents se bousculant entre le canapé et le sapin de Noël. L'accusé, niant s'être relevé, a affirmé que la dispute avait lieu à une automne et n'a pu expliquer pourquoi Louis avait parlé du sapin de Noël. Des cris dans la nuit. Alors qu'elle était sortie fumer vers 22h50, une voisine résidant à 150 mètres a dit avoir entendu les cris d'une femme. Sa fille, adulte, qui l'a rejointe à l'extérieur, a confirmé avoir entendu son tour à peu près à 23h. Mec, mais c'est terrible de faire ça. Genre, je sais pas, séparez-vous les gars, quoi. Enfin, genre, moi, j'ai été en couple, vous voyez, bon, c'est ma vie privée, ça vous regarde pas, d'ailleurs, mais s'il y a besoin d'être dans une bataille comme ça, mais il vaut mieux se séparer 1000 fois que de se battre, que de... Putain, mais quel manque d'intelligence. Et puis alors, la pauvre femme qui subit ça, ou les hommes d'ailleurs qui subissent ça, hein, c'est terrible, quoi, parce que voilà, on sait plus quoi faire, on a des sentiments, voilà, c'est horrible, franchement, c'est horrible comme situation. Je le souhaite à personne, et malheureusement, cette femme, elle a dû mourir à cause de ça, je pense. Il y a quand même des grosses preuves de ça, non? La voiture capot vers le bas. Selon les voisins, Delphine garait toujours sa Peugeot 207 dans le sens de la montée de la rue. 2 personnes confirment que c'est ainsi qu'elle l'avait garée le 15 décembre. Or, les gendarmes l'ont trouvée le matin dans le sens de la descente, avec de la condensation dans l'habitacle, compatible selon une expertise avec une présence humaine pendant la nuit. Ok. Les chiens. Cédric a déclaré que Delphine avait promené les chiens vers 23h ou minuit comme elle le faisait tous les soirs. Plusieurs témoins indiquent qu'elle ne les promenait jamais la nuit car elle avait peur du noir. La lampe torche de son téléphone n'avait pas été activée et la lampe frontale était restée dans la cuisine. Waouh, ils peuvent savoir quand c'est que tu actives ta lampe torche, c'est abusé. Des confidences en détention. À un co-détenu et à 2 de ses ex-compagnes, il a confié avoir tué sa femme selon des modus operandi différents, mais dément devant les enquêteurs. Le mec, il est baisé, lui. Des menaces avant la disparition, Cédric a déclaré auprès de sa mère: j'en ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera. Auprès d'une amie de Delphine: si Delphine me quitte un jour ou si elle trouve quelqu'un, je serai capable de la tuer, je la tuerai. Auprès de ses amis: ça se passe bien, ça m'énerve. Ça se passe pas bien, ça m'énerve, j'ai envie de l'enterrer. Wow. Un dossier vide selon la défense. Le corps de Delphine n'a jamais été retrouvé, malgré les nombreuses fouilles et battues, ni même son téléphone portable qui a toujours borné dans les environs du domicile de Cagnac-les-Mines jusqu'à son extinction. Pour la défense, le risque d'erreur judiciaire est grand, car dès le début, les enquêteurs ont estimé que le principal suspect c'était Cédric Jubilard, et le travail n'a pas été sérieusement orienté que vers lui, pardon. Estime Alexandre Mardin, des avocats. Bah, bonne chance, mec. Ce dossier, il reste vide. C'est ce qui est le plus bancal, c'est l'absence de preuves, insiste-t-il. Un dossier dans lequel vous n'avez pas de traces de sang, pas de traces de lutte, aucun corps, c'est quand même un mystère, non? Ouais. Eh ben, c'est sordide, hein. Les faits divers, c'est sordide, mais bon, ça permet aussi de se recentrer, hein. Les faits divers, c'est ce qui fait que nous, on est en vie, c'est ce dont on parle tous les jours, c'est aussi ce qui nous choque, ce qui nous donne des peurs, et ce qui aussi peut être très intéressant. Parce qu'il n'y a pas que des faits divers négatifs, en fait, il y a aussi des faits divers positifs. J'arrive, excusez-moi, je vais aux toilettes.
Donc, on disait, ouais, on disait que c'était horrible, je crois. Moi, je suis en train de vous dire que j'étais choqué. Je sais pas comment ça se met, ça, là, ça m'énerve. J'aimerais bien le mettre, tu vois. Là, je regarderai après le live, tu me diras. Je pense que ça se met comme ça, tout bêtement. Là, ça doit se mettre comme ça. Ok. Ça tient comment? Il y a un bloc stop, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment un bloc stop? Parce que j'ai l'impression que ça stoppe pas du tout. Ce serait bien d'avoir un petit. J'aimerais bien avoir un petit peu. Ici on peut le serrer aussi là. C'est des deux côtés en fait. Je ne l'ai pas capté. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça marche? Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vraiment bien. Ah ouais, c'est cool. Nice, nice, nice. Du coup, bah écoutez, voilà, sur les petites choses qu'il y a en live, je pense qu'on est pas mal, hein, on a quand même bien discuté ce matin. Je sais pas vous, où est-ce que vous en êtes au niveau des news, s'il y avait des choses à partager, vous pouvez m'indiquer sur le chat. On en parle quoi. N'hésitez pas à m'indiquer sur le chat, on en parle. Comme ça je vais direct dessus si vous avez vu des choses. Et ça, je vais vous le remettre pareil dans le live. Tac. Merde. Qu'est-ce qu'il raconte ce truc? C'est dingo ça. Il me fait des folies ce clavier là. Je vais le dégager mon gars. Voilà. Tac. Ça fait partie des choses que je dois dégager. Et du coup, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à vraiment aller me donner de la force et à me suivre. Ça serait génial, les gars. Ça serait génial. Je vois que là, on est quand même plus d'une centaine. N'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Ok. Ok, ok. Donc, pas de proposition, rien, les gars, rien du tout. Il n'y a plus du tout de proposition. Ouais, on va actualiser Google Actualité. On va voir s'il y a des nouvelles choses. D'accord. Tac, tac, tac. Après, j'ai vu les agriculteurs, c'est pas que je veux pas en parler, mais c'est juste que c'est pas, pour moi, c'est pas un sujet que je veux aborder ici. Je comprends la colère des agriculteurs et j'ai pas, enfin, pour moi, c'est évident qu'il faut faire quelque chose pour sauver notre agriculture en France. Donc voilà, je pense que, waouh, ok. Tiens, ben voilà, un peu de sport, un peu de sport, un peu de sport. PSG, Marquinhos ne jouera pas au FC Barcelone. Ok, la veille d'affronter Auxerre, le club l'a peut-être habitué le point médical. Et une mauvaise nouvelle y figure, Marquinhos est blessé et à son tour sera absent face au Barça mercredi prochain. Oh damn, oh damn, oh damn. Ok, j'ai une idée les gars, on peut se faire un petit react vidéo, mais tranquille, je vais juste arrêter celui-là du coup. Je vous remercie d'avoir regardé, je vais passer en off, mais quittez pas, je reste en ligne, je coupe juste une seconde. Enfin, je coupe pas le live évidemment, hein. Je vais juste changer le statut et remettre la musique, d'accord? Donc vous pouvez retrouver le live sur la chaîne, elle est pin hein, ici là YouTube, ok? N'hésitez pas. Et on se retrouve lundi pour un nouveau react sur la revue de presse. Merci à tous d'avoir regardé. Je continue dans 2 minutes, quittez pas, mais j'ai besoin de faire ça.